Les températures et les précipitations vont-elles évoluer partout de la même manière? Il est courant de confondre météo et climat, c'est-à-dire de penser qu'une augmentation de 3 degrés de la température moyenne signifie plus 3 degrés à Paris, comme à Tombouctou ou à Vladivostok. Plus 3 degrés d'hiver comme l'été, la nuit comme le jour, bref que cette hausse va être homogène dans le temps et dans l'espace, avec du coup une adaptation qui sera facile. Or, si l'on se réfère au passé, il va se passer l'exact contraire. La hausse ne sera pas homogène dans l'espace ni dans le temps, et de multiples effets de seuil pourraient se produire. Par exemple, lors des dernières glaciations, la température moyenne de l'atmosphère terrestre au niveau du sol était inférieure de 4 à 5 degrés à la température actuelle. Mais la moyenne française, par exemple, était inférieure de 10 degrés à ce qu'elle est aujourd'hui. Et au Groenland, c'était moins 20 degrés. Pendant que certaines zones tropicales avaient des températures moyennes à peu près identiques à ce qu'elles sont maintenant. Si l'on en croit les modèles, il est tout aussi peu probable que la hausse soit homogène à l'avenir. Voici sur ces graphiques l'élévation régionale de la température moyenne par rapport à la période de 1980 à 1999. Pour la décennie 2020 à 2029 à gauche et pour la décennie 2090 à 2099 à droite. Il s'agit d'une moyenne intermodèle établie à partir des sorties de 6 à 8 modèles. Ces élévations sont données de haut en bas pour 3 scénarios différents, B1, A1B et A2, soit en gros des émissions stables qui doublent et qui sont multipliées par 4, voire descriptives de la page sur les scénarios. Quelques enseignements majeurs sont à tirer de cette date. Pour la période 2020 à 2029, la messe est dite. On notera que les évolutions régionales pour 2020-2029 sont relativement indépendantes des scénarios, ce qui signifie que les actions nécessaires à partir d'aujourd'hui seront surtout bénéfiques pour limiter la dérive climatique après 2030, mais n'auront quasiment pas d'impact sur le changement qui va de toute façon arriver jusqu'en 2030. Cela chauffe plus vite sur les continents que sur les océans, à cause de l'inertie thermique plus importante de ces derniers, et à cause de la circulation thermo-haline qui enfouit une partie de la chaleur de l'océan de surface dans les profondeurs. Cela chauffe particulièrement vite près du pôle Nord à cause d'effets amplificateurs divers. Le nord de l'Atlantique Nord a cependant tendance à moins chauffer que le reste de l'Atlantique Nord, conséquence du ralentissement attendu de la circulation océanique nord-atlantique. Même avec des émissions qui restent constantes au cours du XXIe siècle, avec le scénario B1, la France par exemple encaisse 3 degrés d'élévation de la température moyenne. Par ailleurs, les modèles s'accordent pour dire que les modifications des températures moyennes seront très différentes selon que l'on se situera en été ou en hiver. Et ce qui est vrai pour les températures sera aussi vrai pour les précipitations, à savoir que l'évolution globale sera répartie de manière hétérogène à la surface du globe et selon les saisons. Sur ces graphiques, on voit les moyennes intermodèles des évolutions régionales des précipitations moyennes pour décembre, janvier, février, et pour juin, juillet, août, pour la période de 2090 à 2099 par rapport à la période 1980-1999, avec un scénario d'émission qui est A1B, en gros les émissions doubles au cours du XXIe siècle. Les zones blanches correspondent à une absence de concordance significative entre les modèles. Impossible de dégager une tendance donc. Et les zones avec pointillés correspondent à l'inverse à un consensus presque parfait. Plus de 99% des modèles concordent sur le signe de l'évolution. Par exemple, l'assèchement du pourtour du bassin méditerranéen pour l'été chez nous correspond à une tendance observée dans plus de 90% des simulations. Il est aisé de constater que les évolutions peuvent beaucoup varier selon la saison. On notera ainsi une excellente nouvelle pour la France. Parmi les zones qui s'assèchent le plus l'été, on trouve la France. Et cela reste valable en moyenne annuelle, voire ci-dessous. Voici la moyenne intermodèle des évolutions régionales des précipitations sur l'ensemble de l'année en millimètres par jour de différence entre les périodes 2080-2090 et la période 1980-1999, avec un scénario d'émission qui est de type A1B, en gros les émissions doubles au cours du XXIe siècle. Tout le pourtour du bassin méditerranéen va globalement s'assécher, de même que l'Amérique centrale, le sud du Chili et le sud de l'Australie. Les régions surchargées, avec des pointillés noirs, correspondent aux régions où 80% des simulations sont concordantes, en signe et en amplitude.
Une variation de 0,5 mm par jour signifie environ 150 mm d'eau de plus ou en moins sur l'année, soit entre le quart et le cinquième de ce qui tombe sur l'essentiel des régions européennes et méditerranéennes. Sans même quitter le domaine des températures ou des précipitations, il est donc facile de voir que le terme de changement moyen ne reflète pas du tout les évolutions régionales qui pourront s'écarter plus ou moins significativement de l'évolution moyenne. Mais qu'est-ce qu'un scénario d'émission de gaz à effet de serre ? Lorsque la presse ou un individu qui s'exprime sur le sujet mentionne l'élévation de température globale que le monde pourrait connaître au XXIe siècle comme conséquence de nos émissions de gaz à effet de serre, la fourchette de température qui est mentionnée depuis 2001 est de 1,4 à 5,8 degrés. Et il est habituel de penser que ce très large écart, 5,8, c'est presque 4 fois plus que 1,4, reflète uniquement la connaissance approximative que les scientifiques ont du système climatique et de sa réaction future à notre comportement. En gros, a-t-on coutume de penser, si nous ne savons pas dire si cette élévation sera de seulement 1,4 ou de près de 6 degrés en 2100, c'est que le monde qui nous entoure est encore fort mal connu. Nous serions tellement ignorants de la manière dont se comporteront les courants marins, les calottes polaires, les puits de carbone, etc., que tout pronostic serait extrêmement incertain. Quelques sceptiques ne manquent pas de s'appuyer sur cet argument. En effet, cette idée a priori n'est que partiellement vraie et par voie de conséquence, elle est aussi partiellement fausse. Bravo monsieur de la police. L'existence d'une fourchette aussi importante tient pour l'essentiel à deux facteurs, dont l'un seulement reflète une aptitude imparfaite à reproduire sur ordinateur le monde qui nous entoure. La représentation des nuages sur des modèles climatiques est encore très approximative. Les nuages ont deux effets antagonistes sur la température au sol. Composé de vapeur et de gouttes d'eau, qui est un gaz à effet de serre, il participe au piège à chaleur, mais présentant des surfaces très réfléchissantes aux rayons du soleil, ils ont aussi un effet refroidissant sur le climat, en empêchant une partie de l'énergie solaire de parvenir jusqu'au sol. La manière dont le changement climatique modifiera les deux effets contraires à l'avenir n'est pas connue de manière fine, car les nuages ne sont pas explicitement représentés dans les modèles, c'est-à-dire les processus de petite échelle responsables des nuages ne sont pas traités un par un, mais de manière globale. Cette manière approximative de faire engendre bien une imprécision qui est de l'ordre de 1,5 à 2 degrés sur une prédiction de température moyenne à 100 ans. Mais une deuxième source de fluctuation que nous allons développer ici est tout simplement que l'état de la planète en 2100 dépend certes de ce que nous avons déjà mis comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère jusqu'à maintenant, la durée de vie de ces gaz étant de l'ordre du siècle, mais aussi et surtout de ceux que nous allons mettre à partir d'aujourd'hui et jusqu'en 2100, et le comportement à venir des sociétés humaines, bien malin qui peut le prédire de manière fiable. Les scientifiques travaillent donc sur des scénarios d'émissions qui décrivent chacun comment pourraient évoluer les émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2100 selon des hypothèses diverses. Ces scénarios sont indispensables pour pouvoir comparer entre eux les résultats de divers modèles en regardant quels sont les différents résultats selon les modèles avec les mêmes hypothèses. En effet, comparer entre eux des résultats de modélisation faits avec des scénarios d'émissions différents revient un peu à comparer trois devis pour des travaux qui porteraient l'un sur notre salle de bain, le deuxième sur la chambre des voisins et le troisième sur la cave de l'école. Comme il y a une infinité de possibilités a priori de décrire ce que seront les émissions à venir, les scénarios sont nécessairement conventionnels. Cela ne signifie pas qu'ils sont totalement arbitraires pour autant, bien sûr. Chacun d'entre eux reflète un état plausible du monde futur, en ce sens qu'il n'est pas possible aujourd'hui de dire qu'ils sont totalement impossibles, même si certains d'entre eux peuvent sembler extrêmes. Les scénarios d'émission ne sont pas faits par des climatologues, mais par d'autres personnes, des démographes, des spécialistes en énergie, des sociologues, des économistes. Ces scénarios n'ont toutefois ni la prétention de couvrir la palette des possibilités, ni celle de proposer une hiérarchie, c'est-à-dire que leurs auteurs se refusent à dire si certains sont plus probables que d'autres. Certes, certains de ces scénarios supposent des disponibilités en combustibles fossiles qui sont peut-être exagérément optimistes, ou d'autres un développement du nucléaire qui peut paraître irréaliste, et d'autres encore une surface forestière en 2100 qui peut sembler surprenante. Le propos ici n'est pas de discuter du réalisme de chaque scénario pris un par un, car aucun argument ne permettrait de trancher définitivement cet aspect des choses. Si certaines hypothèses prises semblent aujourd'hui osées, aucun scénario ne peut aujourd'hui être déclaré totalement impossible compte tenu de ce que nous connaissons du monde.